À l'instant, c'était le bulletin d'information sur votre matinale d'Actu Matin de ce jeudi 25 décembre 2025, jour de fête, jour de Noël. Joyeux Noël à toutes et à tous. Eh bien, nous allons établir la connexion avec Candide Ronrinto depuis le Maroc, lui qui suit pour nous activement justement cette grande compétition continentale. Juste après le sport, je serai avec notre invité Rodrigue Maounan Atiobé. Il est le président du réseau Alumni des jeunes leaders du Bénin. Avec lui, on parle jeunesse, engagement civique et leadership. Comment préparer une nouvelle génération au service de la nation. Ensuite, dans le forum de discussion, notre sujet ce matin, dernier discours sur l'état de la nation. Patrice Talon finit-il en bâtisseur du Bénin modèle? C'est une interrogation, une question que nous allons poser aux débatteurs. Puis vous avez rendez-vous aussi avec Florence Bossard dans sa rubrique Actu sur le net. Candide Ronrento, bonjour. Candide, bonjour. Oui, bonjour Eric, Vous êtes aussi ce matin avec Dicorel Seyonzo, journaliste sportif de la radio de la mairie de Cotonou. Dicorel Seyonzo, bonjour. bonjour Eric de Villeneuve, bonjour à tout le plateau. Vous êtes aussi au Maroc dans le cadre de la CAN Royale 2025 que vous suivez justement pour vos médias respectifs, justement cette grande compétition. Candide, les Guépards sont rentrés en compétition avec une défaite. Oui, les parents du Bénin, ne sont pas ils en fait constituer l'option de l'Afrique des nations, la Russie, les États-Unis, qui n'étaient pas le cas de la on va pas dire que la volonté du monde de justice et des statistiques qui est pas du terrain surtout pour inquiéter cette élection du monde de la CDM forcément pas donc c'est il y a quand même eu de survie et de précaution pour obtenir la mais cette aventure qui est son de la politique du projet de passe Et quel est votre regard globalement sur la première journée de la phase des groupes de la CAN Maroc 2025? En termes de regard la phase des groupes de cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations pour aller une direction c'est servi face au mort, mais à la lutte de double elle a en tant que populiste, c'était qui a approché l'Ukraine, pas à la du qui a les élections de la plage sur projet du pour rapprocher si possible. En tout cas, au-delà de ça, on a pu prendre les parents de face qui sont dans le match entre le
qui a pris pour toi obtient on a parlé de ça par le papier nous sommes le Sénégal champion d'Afrique du Cameroun qui sont en liste par trois fois champion c'est bien sur le jeu à l'équipe On me signale que le son n'est pas du tout de bonne qualité. Avant de retrouver Dikoel Seyonzoro, nous allons suivre justement Candide cet élément que vous nous avez envoyé déjà ce matin. Il s'agit justement de la première sortie du Bénin en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Maroc 2025, les Guépards du Bénin sont retournés au travail et sont déjà focus sur les prochaines journées et leurs prochaines sorties, respectivement face aux Zèbres du Botswana et aux Lions de la Teranga du Sénégal. Candide, vous avez participé à cette séance justement au lendemain de l'entrée en lice des Guépards à Rabat. Voici donc les images. Canal 3 Bénin aux couleurs de la Coupe d'Afrique des Nations de football dans son édition 2025. Du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, vivez l'événement sportif le plus populaire en Afrique. Ce sera un plateau quotidien baptisé Cannes Royal Maroc 2021. Au menu, reportage, interview, analyse, commentaires avec nos journalistes et leurs consultants. Il y aura aussi des directs avec nos envoyés spéciaux au Maroc. Cannes Royal Maroc 2025, nous vous emmènerons au cœur de l'épreuve reine de la Confédération africaine de football. Prenez le rendez-vous tous les jours à partir de 10h. Canal 3 Bénin aux couleurs de la Coupe d'Afrique des Nations de football dans son édition 2025. Du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, vivez l'événement sportif le plus populaire en Afrique. Ce sera un plateau quotidien baptisé Cannes Royal Maroc 2021. Au menu, reportage, interview, analyse, commentaires avec nos journalistes et leurs consultants. Il y aura aussi des directs avec nos envoyés spéciaux au Maroc. Cannes Royal Maroc 2025, nous vous emmènerons au cœur de l'épreuve reine de la Confédération africaine de football. Prenez le rendez-vous tous les jours à partir de 10h. Les lignes haute tension alimentent nos foyers, mais elles peuvent devenir mortelles si leurs emprises sont occupées. Une emprise, c'est la zone réservée pour installer, entretenir et réparer les lignes électriques. Sa largeur dépend de la tension et du type de route. Libérer les emprises, c'est éviter les coupures, sécuriser les installations et protéger la population contre les accidents. Occupation illégale égale danger, électrocution, incendie, coupure massive. Avant toute activité près d'une ligne, demandez un permis, informez la SB2E et respectez les consignes de sécurité. Libérer les emprises, c'est protéger des vies et garantir l'électricité pour tous. Ensemble, faisons de la sécurité une priorité. La SB2E, des femmes et des hommes à votre service, 24 heures sur 24.
De la société civile et surtout des médias qui aussi ne s'engagent pas, mettons, dans le jeu afin de l'expliquer suffisamment aux populations. Je pense que ceux qui nous ont entraînés dans la fièvre du renouveau démocratique en 90 ont fait ce qu'il fallait, ce qu'ils pouvaient, mais aujourd'hui que nous avons, avec le recul, constaté tous les problèmes qu'il y a autour, nous pouvons commencer à les corriger courageusement et redonner le pouvoir aux citoyens électeurs. Il faudra aussi montrer l'exemple. Et on n'a pas l'impression que nos aînés nous aident beaucoup. Ils ne nous aident pas parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Ceux qui s'opposent à un gouvernement ne s'opposent pas à ce gouvernement-là forcément parce que le pays recule. Ils s'opposent à ce gouvernement-là peut-être parce qu'on leur demande de le faire. Il y a des télécommandes qui disent ce président-là, il faut l'arrêter. Celui-là, il faut faire en sorte qu'il dégage. Et celui-là, il faut faire en sorte qu'il n'atteigne pas, qu'il ne réussisse pas tel projet. Vous voyez? Donc, il y a de ces choses-là qui se font avec les nationaux. Et c'est pour ça que les hommes politiques doivent faire attention à travailler pour le pays plutôt que pour d'autres intérêts qui ne sont pas des intérêts nationaux. Alors, l'Afrique de l'Ouest a un problème avec la démocratie ou c'est plutôt Jacques Chirac qui avait raison en disant que la démocratie est un luxe pour les Africains? La réponse à cette problématique pourrait se trouver un peu dans ce que disait le professeur Maurice Aranz-Oglele lorsqu'on faisait la popularisation de la nouvelle constitution de 1990, 90, oui. Où il disait que il faut absolument qu'avec le vent qui souffle là, pour qu'on ne soit pas dépassé par les événements, qu'on fasse en sorte que les fondamentaux de la démocratie soient enseignés. Que la Constitution soit enseignée à partir de l'école primaire. Que les questions touchant aux droits de l'homme soient enseignées à partir de l'école primaire jusqu'à l'université. De façon à ce que les citoyens aient l'élévation mentale nécessaire pour comprendre au fur et à mesure que les tests qui ont été désormais adoptés appellent de la part des citoyens un certain comportement. Et bien voilà, nous avons pris le temps de retravailler la liaison avec nos deux journalistes, Candide et puis Dikourel. Candide, nous sommes avec vous. Vous étiez en train justement de nous faire le point de cette première journée. Je voudrais voir aussi avec Dikourel Seanzou son avis sur l'entrée en compétition des Guépards. Bonjour Eric Desmaisons. Les Guépards, oui, je pense que les Guépards ont fait une belle entrée à l'occasion de leur 5e participation à cette 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Je dis belle entrée malgré la défaite, tout simplement parce que quand nous suivons l'entrée en compétition des Guépards en 2004, en 2008, en 2010 et même en 2019, c'était une équipe qui respectait l'adversaire, c'est une équipe qui développait derrière, qui défendait en bloc l'équipe très très bas et qui trouve de rares occasions. Cette fois-ci, les Guépards du Bénin ont regardé dans les yeux l'équipe de la République démocratique du Congo. Il faudrait le rappeler, la RDC est barragiste pour la Coupe du Monde en éliminant le Cameroun et le Nigeria. Ça veut dire que la RDC a quand même quelque chose à revoir que la RDC est très loin devant le Bénin en matière donc de production de jeux, en matière donc de classement dans ce groupe. Après le Sénégal, la RDC est pas bon, le Bénin est outsider. Mais dans le match, les réalités ont été différentes. Le Bénin a dominé la RDC à hauteur de plus de 60%, 60,5% de possession de la pour le Bénin, contre seulement 30,5% pour le mondialiste. En matière de tir, le Bénin a eu 11 tirs contre 10 pour la RDC. Le Bénin a
a eu 380 passes contre seulement 219 pour la RDC. Les Congolais sont obligés de commettre 16 fautes alors que les Béninois n'en ont commis 11. De mener à dominer territorialement la RDC. Il a fallu l'inefficacité des départs du Bénin pour qu'on arrive à se retrouver. Surtout la panne de la VAR qui a tourné en désavantage des États du Bénin. Pour une première fois, j'ai vu une équipe de Béninois très encadrée, très dominatrice, qui a produit un football champagne devant les plus de 13 000 personnes qui ont fait le déplacement du stade El Baïtia pour suivre donc ce match. Et à la fin du match, que ce soit congolais, marocain, ou tous ceux qui sont venus sur ce match, ils ont tous apprécié la production de jeu du Bénin. C'est une première fois pour moi de voir le Bénin jouer comme ça à une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Dit Corel, on vous dira que c'est la fin qui compte. Alors, beaucoup de matchs ont été joués dans le cadre de cette première journée de la phase des groupes. En gros, les équipes annoncées favoris ont presque tous confirmé d'entrée. Doit-on dire un bon début de compétition pour cette CAN? Non, je ne parle pas de bon de compétition pour cette CAN. Si on va dire que les favoris ont tous gagné. En fait, la Coupe d'Afrique des Nations, les matchs de football deviennent comme de la Chine et quand ils sont rebondissants, quand il y a le rebondissement au fil des matchs. En 2023, beaucoup de grandes équipes ont perdu ou ont été quand même contraints de partager des points à l'occasion de la première journée. On n'a pas remarqué ça cette fois. Presque toutes les équipes favorites ont gagné face à l'adversaire, alors qu'en 2023, on a déjà vu que la République du Cap-Vert a dominé le Ghana 3-2, l'Égypte a souffert devant le Mozambique 2-2, et donc cette fois-ci, il n'y a pas eu de surprise à part l'entrée ratée donc, du Mali face à son adversaire qui a fait un match nul, un but partout. Mais on peut également parler de bonnes première partie de la CAN, puisque cette fois-ci, il y a eu 29 buts inscrits en 12 matchs pour le compte des premières journées, contre 27 buts en 12 matchs en 2023, ce qui fait un ratio de 2,41 buts marqués par match cette fois-ci, contre seulement 2,25 en 2023. Donc en matière de buts, les attaquants cette fois-ci ont été beaucoup plus réalistes qu'en 2023, à l'exception d'attaquants béninois. Candide, avant de vous soumettre à une autre question, nous allons faire un tour à la régie justement pour suivre ces images que j'annonçais tantôt. Il s'agit justement de cette première sortie du Bénin en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Maroc 2025, les Guépards du Bénin sont retournés au travail et sont déjà focus sur les prochaines journées et leurs prochaines sorties respectivement face aux Zèbres du Botswana et aux Lions de la Teranga du Sénégal. Candide Ronrento, vous avez participé justement à cette séance au lendemain justement de l'entrée en lice des Guépards à Rabat. Voici les images. Une veille Noël pas comme les autres pour les Guépards du Bénin. À Rabat, loin de leurs familles respectives, Gernot Roy et ses hommes ont renoué avec le rectangle au lendemain de leur entrée en lice à la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Steve Mounier et ses coéquipiers ont déjà oublié le faux pas du mardi face aux Léopards de la République démocratique du Congo et sont désormais à fond dans la préparation de leur deuxième sortie de la phase des groupes. Ils entament sereinement la préparation de leur match face aux Zèbres du Botswana, défait d'entrée par les Lions de la Teranga du Sénégal 3-0. Non, le groupe se sent bien. On est en train de préparer notre prochain match qui sera crucial, où il nous faudra absolument les 3 points pour continuer la compétition. Un focus sur le Botswana. C'est aussi une équipe qui va avoir envie de se racheter et qui ne va pas être facile à battre. Mais là, nous récupérons des joueurs qui sont tout frais et qui sont très très motivés. Donc je suis très optimiste pour ce match de samedi. Avec l'ambition de passer le premier tour, les Guépards entendent aller décrocher la toute première victoire du Bénin en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations face à leurs homologues du Botswana le 27 décembre. Contrairement à son entrée en compétition, la tanière béninoise pourra y aller avec un groupe au grand complet et toutes ses forces majeures. Dans son dispositif, Gernot Roy peut compter sur son capitaine Steve Mounier, le gardien titulaire Marcel Dandinou
Mohamed Tidjani et Junior Laïtan pour jouer samedi prochain, l'une des dernières chances de survie du Bénin dans cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Ça va nous faire du bien parce qu'on avait 5 absents de taille. Et franchement, le fait de le récupérer va nous faire beaucoup de bien. Mais aussi, on a vu que les joueurs qui les ont remplacés ont bien fait le boulot aussi. Donc félicitations à eux. Il faut qu'ils gardent le cap parce qu'on aura besoin de tout le monde pour cette compétition. On a le groupe qui revient au complet. Le groupe qui revient au complet, des possibilités encore plus grandes. Donc je pense que ce match face au Botswana est de bon augure. Voilà, le moral en plein surtout, et puis surtout de se dire que c'est pas fini, on a juste perdu un match. Là on a le Botswana, on a le Sénégal. Si on fait une belle prestation, un bon match face au Botswana, on peut remporter les 3 points et continuer d'espérer dans ce groupe. La sélection nationale dispose de quelques jours pour travailler à corriger les erreurs de la première sortie en vue de mieux aborder le match face au Botswana. Une rencontre qui sera une occasion pour les Guépards de se relancer dans la course à la succession des éléphants de la Côte d'Ivoire. Alors, Candide, dans cet élément, vous nous rassurez de ce que les joueurs sur qui le sélectionneur comptait justement pour le premier match seront au rendez-vous pour le second match. C'est bien ça? Allô, Candide, vous me recevez maintenant? Oui, ça peut aller. Candide, vous me recevez? Oui, ça peut aller maintenant. Alors, je disais que dans ce compte rendu, vous avez justement confirmé la présence des joueurs qui étaient absents pour le premier match et qui seront bel et bien au rendez-vous pour le second match. C'est bien ça? C'est bien la bonne nouvelle pour Guénotro et la tanière des Guépards du Bénin pour la prochaine sortie face aux Zèbres du Botswana qui est à nous pour samedi prochain à la même heure, 13h30, ici, toujours dans la ville de Rabat. Il faut le dire, hein, le capitaine Simounier, le défenseur Mohamed Tidjani ou encore le milieu de terrain Junior Laïtan et le gardien de but Marcel Dondino, tous avaient un temps soit peu à un moment donné manqué au groupe lors de la première sortie des Guépards du Bénin face au Léopard de la République démocratique du Congo. Et pour la prochaine sortie, ils seront bel et bien là puisque la situation de cumul de cartons jaunes est désormais épuisée et ils pourront participer à la prochaine sortie des Guépards du Bénin, ce qui fait partie justement des bonnes nouvelles pour la tanière des Guépards du Bénin pour la prochaine sortie qui s'annonce pour samedi prochain. Notre pourra désormais compter sur ces 4 forces majeures de son dispositif, 4 titulaires habituels qui pourront participer à la prochaine sortie du Bénin et pourront apporter le savoir-faire et surtout leurs individualités pour quand même permettre au groupe des Guépards du Bénin de jouer, pourquoi pas, 7 cartes de suivi puisqu'il leur reste 2 cartes de suivi dans cette compétition. La prochaine, c'est samedi prochain face aux Zèbres du Botswana. Une victoire pourrait positionner le Bénin dans une des meilleures positions pour la qualification au prochain. Tout ça sera un truc un peu historique parce que en 2019, les Guépards ont passé pour la première fois, enfin, la sélection nationale du Bénin a passé pour la première fois de son histoire le premier tour et pourquoi pas rééditer l'exploit pour un retour du Bénin en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations 6 années après. Alors, est-ce que le retour de ces joueurs, tel que vous l'annoncez, va accroître la chance des Guépards pour une victoire? Oui, on l'a remarqué un tant soit peu quand vous regardez de loin l'âge, l'entrée en liste des Guépards du Bénin pour cette 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Les Guépards ont largement dominé la rencontre. Dico l'a rappelé un peu plus tôt. Les Guépards ont largement dominé la rencontre de loin, là, du début, presque du début jusqu'à la fin. Mais vous voyez des Guépards qui trouvent des occasions, mais il manque du mordant dans les derniers gestes, il manque de lucidité dans les derniers mètres de la rencontre qui a quand même fait ressentir l'absence un tant soit peu de Simounier, le capitaine, que ce soit sur les coups de pied de coin, que ce soit sur des balles où il faut couper la trajectoire du ballon, ouais, pourquoi pas le gardien est balade et tout. Et il y a de ces situations-là où on a senti un tant soit peu l'absence de Simounier en attaque, Junior Laïtan, un tant soit peu, même si au milieu de terrain, les garçons qui étaient au milieu de terrain ont donné plus de 100%
quand même fait sortir une identité de jeu du Bénin assez conquérante face à une équipe des Léopards de la République démocratique du Congo. En tout cas, Junior Olaitan a aussi manqué à l'effectif des Léopards du Bénin pour l'entrée en lice parce qu'il y a eu quelques coups de pied arrêtés à la visée de la surface de réparation où on connaît Junior Olaitan pour sa capacité à quand même faire trembler les gardiens du but sur le devant de 7 m 32. En tout cas, le portier aussi, Marcel Dino, qui est devenu titulaire depuis plusieurs mois déjà, reléguant Sartuna Lagbe au second rang, a aussi son sort, même si Sartuna Lagbe n'a pas commis de bourde dans cette application face au Léopard de la République démocratique du Congo. C'est quand même bien quand les titulaires habituels débutent et quand les titulaires habituels sont là et renforcent le dispositif du sélectionneur qui, en amont, a un plan, qui, en amont, avait déjà sa stratégie et quand même va pouvoir continuer et face aux œuvres du Botswana. Et pourquoi pas samedi prochain décrocher la toute première victoire de l'histoire du Bénin en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Même si en 2019, les écureuils d'alors avaient sorti les Lions de la classe en huitième de finale, ce n'était pas une en tant que tel, puisque c'était un match nul et après tout s'est joué à la partie séance des tirs au but. Allez, messieurs, comment entrevoyez-vous pour finir la deuxième journée de la phase des groupes? Je commence avec Dicorel. Oui, Eric, il n'y a pas à réfléchir à comment aborder ou comment jouer. Le Bénin a l'obligation de victoire pour sa deuxième sortie samedi prochain. Le Bénin doit tout faire pour gagner cette équipe du Botswana. Vous qui êtes au plus près si de ces jeux, est-ce que vous le voyez, est-ce que vous le remarquez, est-ce que vous le sentez? Ah oui, c'est clair. Le premier match a déjà donné le ton. Les Guépards ont quand même soif de victoire, ont voulu enlever cette pression-là et être sûr qu'ils sont qualifiés déjà pour les week-ends parce que le Bénin veut une seule victoire pour être parmi les qualifiés, les 3 meilleurs, les 4 meilleurs troisièmes. Et là, quand on regarde les 6 troisièmes de tous les groupes, le Bénin est en dernière position actuellement. Le Bénin est en dernière position, le Bénin est 6e sur les 6 troisièmes. Et donc, le Bénin doit gagner ce match. Et on l'a senti déjà à la séance d'entraînement d'hier où eux tous, même après le match face à la RDC, eux tous disaient la finale du Bénin, c'est face au Botswana. Donc, ils savent que oui, c'est le match qui détermine tout. Si vous perdez ce match, vous venez face au Sénégal en touriste pour histoire de chercher à quitter la compétition par la grande porte, mais plus à chercher une qualification. Vous imaginez, parce que le Sénégal est venu pour avoir 9 points. Et donc, le Bénin sait qu'il joue dans la cour du Botswana et non dans la cour du Sénégal. Et ce match-là, il va falloir tout faire pour le gagner. Et c'est justement pour ça que Gareth Rowe, ce jour qui est quand même un jour de fête, 25 décembre, jour de Noël, il n'y a aucun match ici au Maroc. Gareth Rowe n'a pas voulu reposer ses guépards. Il a demandé à tout le monde de venir à l'entraînement. Donc aujourd'hui, ils vont pas s'entraîner à 16 heures. Ça veut dire qu'ils savent l'enjeu, ils savent que le peuple béninois les attend. Le peuple béninois ne peut pas forcément apprendre qu'ils ont bien joué, mais veut une victoire, veut une qualification en week-end de finale, surtout quand on sait qu'en 2019, on a été jusqu'en quart de finale. Jour de fête et pas de fête pour les joueurs, cela pourrait sembler être une sanction. Alors, qu'en dites-vous? Comment vous entrevoyez justement le second match des Guépards? Oui, Dicorel l'a annoncé, les Guépards ont obligation de victoire et le temps avait déjà été donné lors du match face au départ de la République démocratique du Congo. Quand vous sortez d'un match face aux barragistes de la prochaine Coupe du Monde qui ont sorti les Lions indomptables du Cameroun au premier tour des barrages au niveau continental avant de sortir le Nigeria par la suite, le Nigeria qui vous a fermé définitivement les portes du mondial, vous qui étiez si proche de la prochaine messe du football mondial, quand vous sortez d'un match aussi grandiose face à une telle équipe, une équipe assez joueuse, une équipe assez compétitive qui a quand même des potentialités entre les gens. Plutôt quand vous sortez d'un grand match comme ça, où il a fallu de peu, sinon vous auriez pu sortir avec un point de cette rencontre face au Léopard de la République démocratique du Congo. Vous avez forcément l'obligation des résultats face au Botswana
face aux Aigles du Botswana qui, du papier, sont les inconnus de ce groupe D. Dans un groupe, il y a les Léopards de la République démocratique du Congo, il y a aussi les Lions de la Teranga du Sénégal. Et vous, en tant que parti, est là, en tant que pour jouer les trous faits à ces deux premiers adversaires principaux, et le Botswana qui est là aujourd'hui en tant que l'inconnu, en tant que du groupe. Vous avez forcément obligation de résultat face à cette équipe pour quand même garantir votre place parmi les meilleurs troisièmes de la phase des groupes et obtenir votre ticket pour la prochaine étape, le prochain tour de la compétition qui est les huitièmes de finale et le départ dans les comportements. On l'a déjà senti déjà après le match face à la République démocratique du Congo. Il y a eu des séances, les séances se sont enchaînées, que ce soit sur le terrain qu'en dehors. Et après la séance d'hier après-midi à l'Institut national de formation des cadres de Rabat, il y a eu une séance assez particulière, une séance de revisualisation du match, de l'entrée en lice des départs du Bénin. Après, il y aura la séance, Dikoy l'a annoncé tout à l'heure, la séance de cet après-midi à partir de 16h. Donc, c'est un 24 décembre et un 25 décembre assez particulier pour les Guépards du Bénin, loin de leurs familles respectives. Ils sont en compétition et quand vous aspirez à faire honneur au public sportif béninois, quand vous aspirez à défendre de la manière la plus remarquable possible les couleurs nationales dans une compétition aussi grandiose, surtout que le Bénin fait son retour en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations 6 années après et 5e participation dans cette compétition, vous avez forcément obligation de résultats et pour faire ces résultats, pour performer, il faudra faire des sacrifices et c'est justement en cela qu'il n'y a pas de punition pour les Guépards du Bénin. Ils savent pourquoi ils sont ici à Rabat et ils ont forcément ça dans un petit coin de leur tête et ils savent que samedi prochain, ça sera le jour où tout va se décider pour ce qui est de leur survie ou non dans cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Merci à vous, Candide Ronrento. Merci à vous, Dikorel Seyonzou. Très bonne suite de compétition à vous depuis le Maroc. Et puis, bonne chance au Guépard pour le prochain match. Du matin se poursuit. Je vais installer mon invité. Canal 3 Bénin aux couleurs de la Coupe d'Afrique des Nations de football dans son édition 2025. Du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, vivez l'événement sportif le plus populaire en Afrique. Ce sera un plateau quotidien baptisé Cannes Royal Maroc 2021. Au menu, reportages, interviews, analyses, commentaires avec nos journalistes et leurs consultants. Il y aura aussi des directs avec nos envoyés spéciaux au Maroc. Cannes Royal Maroc 2025, nous vous emmènerons au cœur de l'épreuve reine de la Confédération africaine de football. Prenez le rendez-vous tous les jours à partir de 10h. Les lignes haute tension alimentent nos foyers, mais elles peuvent devenir mortelles si leurs emprises sont occupées. Une emprise, c'est la zone réservée pour installer, entretenir et réparer les lignes électriques. Sa largeur dépend de la tension et du type de route. Libérer les emprises, c'est éviter les coupures, sécuriser les installations et protéger la population contre les accidents. Occupation illégale égale danger, électrocution, incendie, coupure massive. Avant toute activité près d'une ligne, demandez un permis, informez la SB2E et respectez les consignes de sécurité. Libérer les emprises, c'est protéger des vies et garantir l'électricité pour tous. Ensemble, faisons de la sécurité une priorité. La SB2E, des femmes et des hommes à votre service, 24 heures sur 24. Retour sur le plateau d'Actu Matin. Je suis avec Rodrigue Maounan Atiogbe, il est président réseau alumni des jeunes leaders du Bénin.
Rodrigue Atiogbe, bonjour. Bonjour Monsieur Guédénon. Merci d'être avec nous ce jeudi matin, jour de Noël. Joyeux Noël à vous. Joyeux Noël Monsieur Guédénon. Notre thème ce matin, jeunesse, engagement civique et leadership. Comment préparer une nouvelle génération au service de la nation? C'est bien sûr autour de ce sujet que nous allons échanger. Pour vous, que signifie concrètement engagement civique et pour la jeunesse d'aujourd'hui, au-delà du discours institutionnel? Alors déjà, je tiens à vous dire merci pour le choix de cette thématique qui est cruciale pour préparer l'avenir de notre pays. Parce que comme l'a dit Anan Kofi, qui investit dans la jeunesse, investit pour l'avenir. La question de l'engagement civique. L'engagement civique, c'est la décision que prend en fait un jeune dans une communauté à participer à la vie de la cité. L'engagement qu'on prend à apporter une solution à un problème de notre communauté. C'est le fait d'être actif en fait dans la communauté, participer à la gestion de la chose publique. Et il est important qu'une jeunesse en fait d'une communauté puisse se dire qu'est-ce qu'il peut apporter à ma communauté. Vous savez, le président Kennedy l'a dit dans l'un de ses discours forts. Do not ask what your country can do for you, but ask what you can do for your country. N'allons pas demander en tant que jeunes qu'est-ce que notre communauté pourra nous apporter, mais surtout ce que nous pouvons apporter à notre communauté. Alors, le système éducatif, selon vous, est-ce qu'il forme réellement des citoyens responsables ou on se limite justement à transmettre des connaissances académiques? Je voudrais commencer par répondre à votre question en utilisant cette citation de Cheikh Anta Diop qui dit qu'une éducation qui ne forge pas le caractère ni le sens du devoir est une éducation incomplète. Aujourd'hui, notre système éducatif, malheureusement, transmet plus de connaissances académiques. Il est important que nous puissions accepter, porter une réforme profonde, comme le chef de l'État a l'habitude de le faire, dans ce système afin de former l'homme, le savoir-faire, mais le savoir-être également. Former l'homme à être un pilier de restructuration de notre pays. Parce qu'il n'y a de richesse que d'hommes, dit-on, mais il y a de richesse que d'hommes bien formés. Aujourd'hui, le système éducatif, pour moi, je pense qu'il manque quelque chose à ce système éducatif. Commencez par préparer la jeunesse. Parce que la meilleure improvisation, d'ailleurs, c'est celle qui est préparée, vous savez. Et je pense que aujourd'hui, nous devons avoir le courage de le dire. Notre système éducatif manque de certains curricula. Il faudra revoir le curricula de formation afin de préparer les enfants dès le bas âge, comme nous on le fait au réseau alumni des jeunes du Bénin, former ces enfants à la citoyenneté responsable, à éveiller en eux le sens du leadership, l'engagement communautaire. Tant de choses qu'on doit pouvoir inculquer aujourd'hui dans le système éducatif, intégrer aujourd'hui dans le système éducatif de notre pays, afin de permettre à ce qu'on puisse avoir des produits finis qui sont aptes à faire face aux défis de gouvernance publique. Voilà. Alors, vous qui êtes souvent au cœur des activités de formation, de leadership avec les jeunes, alors quel est le constat que vous faites? Alors, peut-on parler d'un déficit de leadership chez les jeunes? Aujourd'hui, on note une crise de valeur au sein de la jeunesse. Une crise de valeur. Vous voyez, les jeunes ne trouvent pas l'intérêt même de s'engager dans leur communauté. Et là, le problème, c'est qu'il y a un déficit de formation. D'abord, il y a les jeunes qui ne comprennent pas, qui doivent aller se former. Il y a aussi l'État qui n'investit pas dans la formation au leadership. Et en fait, aujourd'hui, il est urgent de régler ce problème. Parce que malheureusement ou heureusement, notre pays est constitué en majorité de jeunes. Et le repositionnement de notre pays passera par ces jeunes. Et donc, il y a réellement un déficit. Et nous, au réseau alumni des jeunes leaders du Bénin, on n'attend pas l'État. Nous avons décidé d'aller former les jeunes dans les 4 coins de notre pays, en fait, de les préparer à être des citoyens aptes à faire face aux enjeux de gouvernance, des citoyens aptes à conduire les lendemains glorieux de notre pays. Parce que, comme l'a dit le chef de l'État dans son discours à l'Assemblée nationale la dernière fois, il ne suffira plus d'être un harangueur de foule pour prétendre diriger ce pays, mais il faudra être formé. Voilà. Est-ce que le leadership renvoie toujours à la gestion de l'État? Non, déjà, le leadership à la base, c'est cette capacité à conduire un groupe de personnes dans une direction qui peut ne pas être leur direction de départ, mais vous avez une force de conviction, une force de persuasion pour leur dire que ce que vous pensez est la meilleure et vous accompagne. Quelqu'un l'a dit, le leader d'abord c'est comme un geôlier dans lequel le prisonnier s'ignore et le jour où vous lui dites qu'il est en erreur, il dit qu'il préfère y être. En fait, le leader en fait naturellement c'est cette capacité aussi à transformer un rêve en une réalité. Ça ne conduit pas forcément à la gouvernance publique, mais nous pensons que tout leadership doit se construire et le Bénin a besoin des leaders. Le Bénin a besoin des leaders formés pour pouvoir conduire sa destinée. Voilà. Alors, quels sont aujourd'hui les principaux freins à l'engagement civique des jeunes? Est-ce qu'il est question de chômage, de désillusion politique? Parce qu'il nous arrive aussi de prendre de mauvais modèles et qui parfois nous affectent
au manque de modèles, tout simplement? Bon, moi, je pense personnellement, je pense qu'il n'y a pas de frein à l'engagement. Vous savez, Nelson Mandela l'a dit, il dit le repositionnement de notre continent passera par l'engagement de chacun de ses fils et filles. Au lieu, c'est un devoir patriotique pour chaque jeune de ce pays de comprendre qu'il a le devoir en fait d'apporter quelque chose à sa communauté. Et pour moi, il n'y a pas de frein. Moi, je me rappelle encore en 2007 où j'ai décidé de m'engager pour que tous mes camarades puissent aimer les mathématiques. J'ai décidé de m'engager pour démystifier les mathématiques, par exemple. J'ai décidé de parcourir l'ensemble des coins de notre pays, et je n'avais que 17 ans, par exemple, pour amener les jeunes, en fait, à faire quoi? À pouvoir s'intéresser aux sciences et technologies, ingénierie et mathématiques. Ça, c'est une décision que je prends. Parce que je crois fermement que la meilleure manière de se rendre immortel dans ce monde, c'est de s'engager. Et donc, pour moi, il n'y a pas de frein. Cependant, je pense que la question de manque de modèles, je pense aussi que l'absence de promotion de ceux-là qui s'engagent réellement constitue des freins. Parce que lorsque le jeune voit qu'il a des aînés qui s'engagent, mais qui n'ont jamais été promus, des aînés qui s'engagent, et on constate malheureusement que toutes les nominations sont partisanes, il se dit, mais pourquoi il va m'engager? Mais moi, je pense que ces jeunes ont tort. Nous ne devons pas attendre forcément que l'État puisse commencer par promouvoir, même si on le souhaite vivement, parce que ça fait un effet de boule de neige, et ça va pouvoir en fait contaminer, amener beaucoup de jeunes à s'engager. Mais je pense plutôt que c'est aussi un frein. L'absence de nomination. Est-ce que le leadership ne renvoie pas à un engagement désintéressé? Est-ce qu'on doit toujours justement espérer, parce qu'on s'engage dans une œuvre, dans une action, que justement cela nécessiterait qu'on soit promu? Non. Vous vous engagez sans rien attendre en retour. On s'engage pas pour être promu. On s'engage pour apporter un peu de soi. Est-ce que ce n'est pas cette idée, enfin, c'est pas cette compréhension que les jeunes ont aujourd'hui de l'engagement civique, où on le fait parce qu'on estime qu'après, on doit être promu, soit voilà, un poste de responsabilité. Non, mais c'est ce que nous voulons, M. Guédénon, c'est ce que nous voulons corriger au niveau du réseau à l'une des jeunes du Bénin. Préparer la jeunesse à comprendre que ce qui est important, c'est ce que vous apportez à votre communauté. Préparer la jeunesse à comprendre que si chaque jeune de ce pays se mettait à s'engager pour une cause et pour une valeur dans nos différentes communautés, le développement de notre pays ne sera pas quémandé. Préparer les jeunes à comprendre qu'on ne s'engage pas pour espérer être promu. Parce que, vous voyez, je me rappelle de cette citation de Gandhi qui dit, par exemple, que la meilleure manière de se retrouver soi-même, c'est de se perdre pour les autres. Vous ne perdez rien, en fait, en vous engageant. Lorsque vous vous engagez dans votre communauté, au-delà de la promotion, même si vous n'avez pas la promotion, vous restez éternel. Moi, j'ai connu des personnes très riches dans ma communauté qui, malheureusement, après leur décès, au plus en 6 mois, on les a oubliés. Mais j'ai connu des personnes qui sont moins riches et ils sont morts depuis 25 ans. Mais quand vous venez dans la communauté, vous appelez son nom résonne encore. C'est cet héritage que nous devons laisser à la postérité. Et c'est à ça que la jeunesse doit être appelée, en fait. Voilà. Alors, la question de l'engagement renvoie à quoi? Nous avons quand même une jeunesse active, quelqu'un qui travaille dans un domaine donné et qui se sacrifie en tout cas pour ce travail, corps et âme. Quel autre engagement on devrait attendre de lui? Alors, je suis au boulot, par exemple. Moi, je suis au ministère du numérique, par exemple. Voilà, oui, je travaille pour la République. Je travaille pour la République, certes. Mais aujourd'hui, après ma profession, après le service que je rends dans mon ministère, je sors, il y a des problèmes dans ma communauté. Un jeune dans sa communauté doit se dire, ok, voilà, dans ma communauté, je remarque par exemple qu'il y a des sachets plastiques qui sont là. Il ne va pas attendre le maire. Je remarque par exemple qu'il y a des enfants. Il est là pour ça, le maire. Ah non. Mais pendant que le jeune fait son travail dans la République, quelqu'un a été élu pour s'occuper de ce genre de travail. Ah non. L'État, d'abord, c'est vous et moi. Celui qui est élu, certes, il est appelé à le faire. Mais nous devons comprendre que chacun d'entre nous avons un rôle dans cette République. Nous devons avoir cet amour. C'est ça le sens du patriotisme. Cet amour irraisonné pour la patrie. Je suis dans une communauté. Je n'attends pas le maire avant de régler les problèmes. Je vois des enfants qui sont incapables d'avoir des bics pour aller à l'école. Je t'appelle, monsieur Eric, je dis, ok, qu'est-ce que nous faisons ensemble pour permettre à ces enfants d'avoir des silos? Je vois des sachets plastiques, je peux dire, moi dans mon quartier, tous les samedis, au lieu d'aller jouer au football, ou après avoir joué au football, nous allons ramasser les sachets plastiques. Après c'est mieux. Après, par exemple, nous allons ramasser les sachets plastiques. Je dis par exemple qu'il y a des orphelins qui n'arrivent pas à aller à l'école, sachant que l'école est le creuset où c'est d'abord l'avenir d'une génération. Je décide par exemple d'œuvrer pour que les orphelins puissent aller à l'école. Vous imaginez tous ces petits bouts de biens mis ensemble
vont contribuer à changer notre communauté. Donc c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. C'est réellement de ça qu'il s'agit. Moi, je voudrais en fait dire à la jeunesse béninoise qu'on doit comprendre que l'État, c'est d'abord nous. Vous ne devez pas, la jeunesse ne doit pas se dire, ok, le maire est là, le préfet est là, le ministre est là. Non, chacun d'entre nous, nous pouvons apporter quelque chose à cette belle nation. On a toujours ce petit sentiment de ce que quand on observe les jeunes dans leur engagement, c'est en même temps un raccourci vers la politique. Bon, pas pour tous les jeunes, pas pour tous les jeunes. Cependant, je pense que notre pays a besoin des leaders qui ont un côté engagement civique. Dans d'autres pays, avant d'occuper certains postes de responsabilité, on questionne votre engagement dans votre communauté. On questionne votre côté volontariat. Parce que quand vous n'avez pas, un engagement poussé pendant que vous n'avez encore rien et on vous met à des postes, vous pouvez mal gérer. Mais lorsque vous avez un engagement ancré dans vos communautés à la base, c'est formateur. Et vous êtes d'ailleurs un modèle pour la jeunesse. Moi, c'est ce à quoi j'appelle le gouvernement, en fait. Travailler, en fait, à l'avenir, à promouvoir ces jeunes qui s'engagent. Oui, on doit avoir des nominations partisanes. Mais quand on va se mettre à encourager ces jeunes qui s'engagent sans rien attendre en retour, vous imaginez, dans un pays comme le nôtre, qui est constitué en majorité de jeunes, M. Guédénon, on aurait apporté un souffle nouveau, une contribution significative au développement. Vous l'avez relevé tout à l'heure. Quelle résonance, je dirais, qu'est-ce que ça fait en vous, cette phrase du chef de l'État qui dit, aujourd'hui, dans son discours sur l'état de la nation, il disait qu'aujourd'hui, il ne suffit plus d'être un harangueur de foule, justement, pour prétendre diriger notre bien commun, l'État. Mais je voudrais remercier... Est-ce que par là, il pose un diagnostic de ce qu'aujourd'hui, dans notre classe politique, nous avons très peu de leadership politique? Justement, et c'est là que moi, quand j'ai suivi le discours du chef de l'État, j'ai été réellement très ému, sans être forcément politique, mais j'ai été très ému de ce grand homme d'État que nous avons. Vous savez, tout leadership se construit. Et le chef de l'État a compris qu'il nous faut aujourd'hui des leaders qui doivent être formés à la gestion de la chose publique. Des leaders politiques, mais qui ont de la vision. Le chef de l'État a compris qu'il n'y a de richesse que d'hommes. De la compétence aussi, puisqu'il a insisté là-dessus. Oui, et donc, il est important aujourd'hui que chacun d'entre nous puissions comprendre que si nous aimons réellement ce pays, nous devons travailler à faire émerger des leaders qui ont été formés. Et c'est le moment pour moi de remercier les fondations de formation politique dans nos pays. L'Institut pour la gouvernance démocratique, la Fondation Friedrich Ebert Stiftung, pour tout ce la Fondation Friedrich Ebert plutôt, pour tout ce qu'ils font aujourd'hui pour la formation de la nouvelle classe d'élite dans notre pays. Et c'est de ça que le chef de l'État parle. Comment nous faisons pour que d'ici quelques années, nous puissions avoir des leaders qui ont été formés à la chose, des leaders qui ne viennent pas juste parce qu'ils ont de l'argent, juste parce qu'ils peuvent haranguer une foule, mais des leaders qui ont une vision. En évoquant quelques problèmes, vous avez parlé des problèmes de valeur dans notre société. Et pourtant, nous avons des familles, nous avons l'école, nous avons la communauté et nous vivons cette crise de valeur au sein, notamment même de notre jeunesse, et surtout avec les réseaux sociaux. Comment cela s'explique? Mais aujourd'hui, malheureusement, oui, la famille normale, c'est le socle de l'éducation. La communauté, c'est pour moi comme le lieu d'expérimentation de cette éducation qu'on reçoit dans la famille. Mais aujourd'hui, il y a un problème. La plupart des enfants sont orphelins de parents vivants. Les parents ne trouvent pas l'intérêt aujourd'hui d'accorder toute leur énergie pour éduquer les enfants. Alors que le meilleur cadeau à offrir à son enfant, c'est une belle éducation. Et l'éducation, au-delà d'un droit, du droit que l'enfant a à l'éducation, c'est d'abord un devoir patriotique. Parce que si chaque famille peut comprendre que chaque enfant qu'il a, c'est une richesse pour notre pays, le Bénin, l'éducation doit être la priorité dans les familles. Mais aujourd'hui, on constate malheureusement que c'est plus ça. Vous pensez aussi que les parents ont démissionné? Non, plusieurs parents ont démissionné. Et c'est pourquoi je vous remercie d'abord pour l'initiative de cette émission et que chaque parent doit pouvoir comprendre à travers cette émission qu'il a un devoir envers son enfant. Parce que chaque enfant d'une famille est une richesse pour notre pays, le Bénin. Et donc, nous devons retourner en tant que parents à l'éducation de nos enfants, à les préparer à être des citoyens ouverts au monde, à être des citoyens prêts, en fait, à conduire la destinée de notre pays, le Bénin. J'évoquais tantôt la question des réseaux sociaux.
Alors, vous voyez ça comme un levier ou un obstacle à la formation des leaders? Alors, les réseaux sociaux, pour moi, c'est... étant cadre au ministère du numérique et de la digitalisation, les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est un levier. C'est un levier pour réellement former la jeunesse. Mais malheureusement, ce que nous constatons, aujourd'hui, les réseaux sociaux sont, malheureusement, ne sont pas utilisés réellement pour la formation de la jeunesse. Nous, nous avons un problème. Nous, au réseau alumni des Jeunes du Bénin, nous essayons d'utiliser les réseaux sociaux pour transformer notre réseau en une plateforme d'éducation de la jeunesse, d'édification de la jeunesse, de la formation de la jeunesse au leadership. Nous le faisons, mais nous sommes seuls. Et là, il y a un problème. Mais si ce n'est pas le cas pour la masse, pour la majorité des jeunes, c'est que nous avons un problème. Est-ce qu'il faut continuer Non, il faut avoir le courage de le dire. Nous avons des exemples autour de nous. Le Canada, bientôt, a introduit une législation pour interdire l'accès aux réseaux sociaux jusqu'à un âge donné. La France aussi est dans cette dynamique-là. Alors nous, on se réveille ou on continue pas à dormir? Non, on doit se réveiller. On doit se réveiller. Pourquoi on doit se réveiller? Parce que une jeunesse qui s'engage, c'est une nation qui avance. Je vais vous donner l'exemple de la Chine. La Chine a développé par exemple TikTok. Mais elle a développé TikTok pour les Chinois, mais elle a développé aussi une autre version de TikTok pour les Africains. Et ils ont fait une expérience, au bout de 1 an, 2 ans, on a comparé la version de TikTok pour les Chinois, qui permet par exemple à un enfant, jusqu'à l'âge de 18 ans, quand tu te connectes sur TikTok, on te dit tu n'as que 40 minutes de TikTok. Et quand tu vas par exemple sur TikTok, tu as des contenus didactiques. On te parle de l'histoire politique de ton pays. On te parle de l'engagement civique. On te parle du patriotisme. Et tout ce que tu dois suivre est contrôlé. Et là, ici, quand on a fait l'expérience, on a remarqué qu'en Afrique, c'est pas ça. Mais au bout d'1 an, on a demandé à un enfant chinois, tu veux devenir quoi? Il dit astronaute. Je veux devenir ingénieur. Je veux devenir agronome. Je veux devenir médecin. Je veux servir ma patrie. Mais on a demandé en Afrique, il dit je veux devenir influenceur. Et c'est là qu'on doit comprendre qu'aujourd'hui, on a une responsabilité. Il est urgent aujourd'hui de régulariser TikTok dans nos pays, de réglementer ce réseau social afin de le rendre au service de l'édification du capital humain. Ce qui se passe, risque de ne pas trouver un écho favorable pour les acteurs de la société civile qui travaillent pour la question des droits de l'homme. On vous dira que vous êtes en train de restreindre un espace de liberté. Je ne restreins pas un espace de liberté, mais je pense que le repositionnement de notre pays passera par l'éducation. L'éducation de chacun, des fils et filles. Nous demandons que TikTok soit utilisé, mais que ça soit utilisé pour faire quoi? Pour édifier la jeunesse, pour préparer la jeunesse à conduire le lendemain de notre pays. Comment encourager les jeunes à s'impliquer dans la vie publique? Vous avez donné des exemples tout à l'heure d'organismes, de structures qui œuvrent pour la formation des jeunes. Est-ce que cela devrait suffire? Je pense que, quand j'ai cité les organismes tout à l'heure, je les ai remerciés pour le travail magnifique qu'ils font. Mais je pense que ça ne suffit pas. C'est à nous, en fait, nous, alumni de ces différents programmes de formation, de continuer, comme nous, on le fait au réseau alumni des Jeunes du Bénin, de continuer par transmettre tout ce que nous avions appris dans nos différentes communautés, à les transmettre aux plus jeunes, quitte à les amener, en fait, à comprendre ce qu'est leur rôle. Parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'une jeunesse qui est consciente des enjeux de développement, une jeunesse qui comprend réellement ce qui est son rôle dans la communauté. Et l'État aussi doit pouvoir, c'est pourquoi on a parlé aussi de l'éducation, l'État aussi doit pouvoir travailler en fait à implémenter ces genres de projets ou à revoir les curricula de formation. Quitte à ce que dès le bas âge, vous imaginez un enfant qui a à peine le CEP, comprend ce que c'est que le patriotisme, comprend ce que c'est que le drapeau, comprend ce que c'est que son rôle dans la communauté. Je pense que c'est à ça que nous sommes appelés en fait. Voilà. J'ai encore 2 petites questions pour vous. Le leadership doit-il être perçu comme un engagement au service de la nation plutôt qu'un moyen d'ascension personnelle? Le leadership doit être perçu comme un engagement au service de la nation. Vous savez, M. Guédénon, nous devons allégeance à ce pays. Et quel que soit ce que nous traversons, nous devons voir ce pays, l'intérêt supérieur de la nation, au-dessus de nos intérêts. Le leadership doit être la voie royale pour nous engager, pour conduire, pour apporter une contribution significative au développement de notre pays. Vous savez, Frantz Fanon l'a dit, chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Je pense qu'en tant que jeunes, nous, notre mission, c'est de pouvoir nous engager pour apporter une contribution significative au développement de notre pays. Voilà. Alors, quelle est votre idée, votre vision, justement, de la génération de leaders de demain
pour relever les défis économiques et sociaux et démocratiques de notre pays? Alors, moi je pense que pour relever ces différents défis que vous avez cités, nous avons besoin des leaders qui sont préparés. Churchill l'a dit, la meilleure improvisation, c'est celle qui est préparée. Et donc aujourd'hui, nous devons travailler en fait à avoir des leaders qui sont formés. Il n'y a pas d'improvisation au sommet de l'État. Il faut que nous puissions accepter, vu la dynamique dans laquelle nous sommes aujourd'hui, nous puissions accepter en tant que jeunes à nous préparer à la gestion de la chose publique. Nous puissions nous préparer à être demain des responsables, à des postes de responsabilité capables en fait de conduire notre pays avec intégrité, honneur et dévouement. Voilà. Merci à vous, Rodrigue Maounan Atiobé. Avec votre disponibilité, nous aurons encore d'autres occasions pour aborder d'autres thématiques toujours liées à la question de la jeunesse, à l'engagement civique et au leadership. Parce que on peut aussi sensibiliser par les médias et essayer de mobiliser tout le monde pour cette cause-là. Notre thème de ce matin, c'était jeunesse, engagement civique et leadership. Comment préparer une nouvelle génération au service de la nation? Vous êtes président du réseau alumni des jeunes leaders du Bénin. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci et très bonne fête aussi. Merci beaucoup, M. Guédéon. Actu Matin se poursuit. Je vais retrouver Florence Bossa dans sa rubrique Actu sur le net. Les fêtes de fin d'année commencent déjà sur Canal 3 Bénin. Du 20 novembre 2025 au 20 janvier 2026, c'est l'opération 2 égale 3. Sur toute prestation, obtenez un bonus après 2 commandes. Pour plus de précision, rapprochez-vous du service commercial. Avec le Canal 3 Bénin, passez d'agréables moments de fête de fin d'année. Chaque année, la SB2E subit des pertes énormes à cause du vandalisme. Plus de 600 millions de francs CFA dépensés entre 2020 et 2024 juste pour remplacer les matériels vandalisés. En 2023 seulement, plus de 200 millions de pertes. Derrière ces chiffres, il y a des réalités douloureuses. Des hôpitaux privés d'électricité, des quartiers entiers plongés dans l'insécurité, des familles et des commerces paralysés. Le vandalisme détruit des emplois et brise des vies. Le vandalisme n'éteint pas seulement la lumière, il nous coûte cher et met des vies en danger. Ensemble, protégeons nos installations électriques. La SP2E, des femmes et des hommes à votre service 24 heures sur 24. Quels sont les motifs qui doivent marquer vos pagnes pour la dot et pourquoi? On en parle aujourd'hui dans votre magazine Chic et Pratique qui reçoit pour vous une commerçante de pagne. Alors pour une dot réussie, on a l'habitude de dire que pas d'hibiscus, pas de mariage. Alors regardez, ça c'est le motif hibiscus qui symbolise l'harmonie dans le foyer, un mariage réussi et tout, voilà. Nous nous invitons dans vos cuisines aujourd'hui. Je suis à la cuisine et à une étape de la cuisson, je me rends compte qu'il y a beaucoup de sel dans le repas. Comment y remédier? On en parle avec notre invité du jour. Par exemple, à la fin, quand le riz a fini, par exemple, de préparer, vous vous rendez compte que c'est salé. Vous coupez une pomme de terre en deux, mettre dans la sauce. Là, ça absorbe le sel dans. Comment réussir la salsa? C'est le thème de ce numéro de votre magazine Chic et Pratique. Il faudra constater qu'il y a les mouvements qui varient en fonction des hommes et des dames. Les hommes ici, nous allons les appeler les cavaliers et les dames les cavalières. Fait face au miroir pour décrypter l'actualité liée aux faits de société. Un gros sujet à la une de nos échanges ce matin. Quel regard portez-vous sur la dot aujourd'hui? La dot en soi, non. Je suis avec Florence Bossard. Florence, bonjour. Bonjour à vous, Eric. Bonjour à tous. Joyeux Noël. Merci à vous aussi. Vous êtes habillée en couleur de Papa Noël. Vous êtes Maman Noël. Maman Noël. La fête, ça s'annonce comment? Bien.
Plus ou moins. C'est vrai qu'on est au boulot, mais quand même après le boulot, on va On aura un bon déjeuner quand même. Ouais. Ou bien. Allez, on s'intéresse à présent aux avis des internautes sur les différents sujets qu'ils ont abordés, notamment tout au long de cette semaine. Avec vous, on fait le point. Oui, Eric, est déjà la grande messe continentale de football qui a démarré le dimanche dernier au Maroc et l'ultime discours de Patrice Talon sur l'état de la nation et bien évidemment la fête de Noël sont les sujets qui retiennent l'attention des internautes cette semaine sur la toile. Et comme c'est la fête, on ne va pas beaucoup bavarder. On va vous laisser suivre le condensé qu'on a préparé pour vous. On démarre par la célébration de la Noël. Elle est une fête chrétienne majeure commémorant la naissance de Jésus-Christ, marquée par des messes, des échanges de cadeaux, des sapins décorés et des repas familiaux autour du 25 décembre, fusionnant traditions religieuses et aspects profanes comme le Père Noël, tout en étant une fête universelle de partage et de joie. Elle intègre des coutumes antiques liées au solstice d'hiver, devenant une fête sécularisée, appréciée par tous, avec des traditions comme le calendrier de l'Avent, la crèche et les guirlandes lumineuses. Autre fait ayant marqué les réseaux sociaux cette semaine. Depuis dimanche 21 décembre, la Coupe d'Afrique des Nations a été lancée au Maroc. La République démocratique du Congo et le Bénin ont fait leur entrée en lice le mardi 23 décembre et s'affrontaient pour la première fois lors d'une Coupe d'Afrique des Nations. En seconde période, alors que le Bénin poussait pour égaliser et réclamait une main dans la surface, la VAR est tombée en panne, obligeant l'arbitre à interrompre le jeu quelques instants. Une séquence qui attire les joueurs et les internautes. Jordel, c'est dommage que sur une grande compétition comme celle-là, on se fait quasiment voler. Et pourquoi c'est à ce moment précis que la VAR ne marche pas? Le sélectionné des Guépards du Bénin après la défaite. C'est un bon match de football qui ne méritait pas de perdant. On a perdu ce match sur une erreur individuelle, une erreur de communication. En ce qui concerne le déroulement de cette partie, je suis satisfait de la performance de mon équipe. Pour le résultat, c'est une grosse déception. Je pense qu'on aurait mérité un match nul minimum. Je regrette tous les problèmes technologiques qui ont haché le match en deuxième mi-temps. Par ailleurs, à ce grand rendez-vous, le Bénin ne prend pas seulement part à une compétition sportive. Elle a envoyé un signal à travers la tenue des Guépards. Cette initiative marque une étape importante. Elle consacre la place du design et la mode dans la construction de l'image du pays tout en valorisant les savoir-faire locaux et les talents nationaux. Elle envoie également un message clair. Le Bénin entend maîtriser son récit, assumer ses préférences culturelles et s'appuyer sur les créateurs pour les porter sur la scène internationale selon les internautes. Dans son discours sur l'état de la nation ce mardi 23 décembre 2025, Patrice Talon a salué ce nouvel état d'esprit qui est le moteur de tous les changements opérés. Le Bénin est-il un pays qui ne fait plus honte à ses enfants, mais leur apporte plutôt fierté et espoir? Un pays que d'autres admirent et envient. Le Bénin est-il aujourd'hui un pays où tout s'améliore, où l'espoir est désormais permis, de sorte que ce qui n'est pas encore acquis ne paraisse plus inaccessible, se demande le chef de l'État avant d'indiquer que la réponse à cette question fondamentale est oui. Un 800 en bage, car depuis 10 ans, développe Patrice Talon, le Bénin a entamé sa mutation et les signes du progrès sont visibles partout. Le nouvel état d'esprit transforme donc tout et tout sur son passage et fait opérer des grandes réalisations. Par ce courage, des réformes pertinentes, jadis inespérées, ont été opérées dans tous les domaines et appropriées peu à peu par chacun pour devenir le fer de lance de nos prouesses. Ils nous ont fait
fait progresser et chacun accepte désormais de consentir les sacrifices et les efforts nécessaires. Il nous rend admirables et suscite la jalousie de certains, affirme le chef de l'État, assurant que ce nouvel état d'esprit est le résultat du courage dont a fait preuve l'ensemble des responsables politiques en charge de la destinée du pays depuis bientôt 10 ans. Ce message est apprécié massivement par les internautes. Et bien, Eric, voilà les sujets qui tiennent en haleine les internautes sur la toile cette semaine. C'est justement les grands sujets abordés par les internautes sur les réseaux sociaux. Vous avez sélectionné aussi des vidéos pour nous. Oui, les vidéos qu'on va regarder ensemble. Ma chérie, ton gars t'a déjà demandé ce que tu veux pour les fêtes de fin d'année, où l'Éternel est ton berger. Bébé, on fait comment pour les fêtes de fin de l'année? Mais c'est simple. Tes parents gèrent l'habillement et moi je gère les déshabillements. Et maintenant, coquin. Dépenses inutiles esquivées avec succès. Moi qui? Je vais t'embrasser, tu vas me demander 110 000. J'ai esquivé encore. Il a dit c'est moi ça, je vais dépenser mon argent cette année. Personne ne va manger, même 1 franc. Oui, bonjour madame, s'il vous plaît. Bonjour. Oui, madame, s'il y a un malentendu entre un homme et sa femme, qui doit se taire pour que la paix règne dans le couple, s'il vous plaît? Mais bien évidemment que c'est la femme. Ah, c'est la femme, non? Oui, c'est la femme. Ok. Mais, il y a un mais oui. Si c'est une femme qui écoute, vaut mieux le monsieur va se taire pour que la paix règne. Celui qui part à la chasse perd sa place. Celui qui part à la chasse perd sa place. Celui qui plate ta place, prend ta place. C'est comment, mon frère? Ben, je suis là. Le stress des fêtes a déjà commencé. On peut tuer l'un de nous là à tout moment pour le manger avec le riz. Je te dis, mon frère, la vie c'est nouveau quoi. Hier déjà, rien que pour une petite visite des voisins, on a tué partout pour le manger avec le riz. Tu vois là la malchance. Ça veut dire que comme c'est les fêtes, on va manger au moins 10 d'entre nous, mon frère. Si on est sage, on fuit. Car l'année passée, Maïmouna a voulu fuir avec ses enfants. Arrivé hors de la barrière, il y a un chien là qui rôde souvent là dehors. Il a mangé cru, jusqu'à manger aussi les petits poussins. Eric, ce sera tout pour Actu sur le net pour le compte de cette semaine. Bonne fête à vous, chers amis téléspectateurs. Merci à vous, Florence Boursa, pour avoir assuré ce service ce jour de fête. Je vous souhaite une très bonne fête, joyeux Noël. Merci encore. Rendez-vous pour le déjeuner de fête. Bien évidemment. Vous m'invitez ou pas? Oui, je vous invite. Merci à vous. C'est aussi la fin de ce numéro d'Actu Matin. Je vais vous laisser suivre ce magazine assez intéressant sur le chef de l'État. On se pose la question. Dernier discours sur l'État de la nation. Patrice Talon finit-il en bâtisseur du Bénin moderne? Eh bien, vous aurez la réponse dans ce magazine que la rédaction de Canal 3 a réalisé. Il y a des destins individuels qui se confondent avec celui d'une nation. Des hommes rares, portés par une vision, une conviction, une audace. Patrice Talon est de ceux-là. Avant même de s'asseoir sur le fauteuil présidentiel, il portait déjà en lui le rêve d'un Bénin transformé. Courant de la semaine prochaine, un séminaire gouvernemental sera tenu. C'est l'histoire d'un homme d'affaires devenu homme d'État, un entrepreneur audacieux, fin stratège, féru de rigueur et de résultats, qui, longtemps dans l'ombre du pouvoir, a compris les failles du système. Je vais espérer que... Depuis son accession à la magistrature suprême en 2016,
La gouvernance du président Patrice Talon au Bénin est souvent saluée pour ses réalisations tangibles en matière de développement économique et d'infrastructures. Moi, j'ai le bonheur de constater que sur ces 5, 6, 7 dernières années, le Bénin progresse bien et donne un signal de progrès. Ce qui veut dire que si nous entretenons cette ambiance-là, que quand on vient au Bénin, même si on ne fait pas fortune du jour au lendemain, on peut grandir. Et c'est en ça que le gouvernement tout entier, d'abord remercie les entreprises, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes, et notamment les grandes, qui donnent le signal d'un pays qui commence à rassurer. Cependant, au-delà des indicateurs macroéconomiques et des chantiers visibles, le succès de cette gouvernance repose sur un pilier fondamental, souvent moins visible mais plus structurant, et constituant le soubassement des multiples actions qui se sont enchaînées ces 10 dernières années. Les réformes politiques profondes et audacieuses engagées dès les premières années du mandat. Il n'a pas simplement gouverné, Patrice Talon. Il a osé rêver grand pour le Bénin. Là où d'autres voyaient un petit pays, lui voyait un pôle d'excellence. Patrice Talon, c'est l'homme qui a injecté une vision d'avenir dans les veines d'un pays fatigué de promesses. Aujourd'hui, nous ne sommes plus simplement spectateurs de notre histoire. Nous en sommes à nouveau les bâtisseurs. Et grâce à sa vision, le Bénin s'est remis debout. Ces réformes ne sont pas de simples ajustements. Elles sont une refonte systémique visant à assainir l'environnement politique, à moderniser les institutions et à restaurer la crédibilité de l'État. Corruption, gabegie, mauvaise gouvernance et manque de courage dans l'action publique. En somme, la gouvernance dans nos communes apparaissait comme la réplique locale de la pagaille nationale. En s'attaquant à des mots chroniques tels que la corruption, l'inefficacité administrative et la prolifération partisane, le président Talon a posé les bases d'une gouvernance plus efficiente et responsable pour, in fine, sortir le Bénin des sentiers battus d'une politique nuisible à son essor. Non seulement c'était utile pour lui, mais c'était très utile pour le pays. Parce que si on a pu voir les résultats auxquels nous sommes parvenus au bout des temps passés par le président Patrice Talon à la tête du pays, c'est certainement parce qu'il a compris très tôt qu'il fallait mettre fin à la chienlit politique qui avait cours au niveau du pays et qu'il fallait initier les réformes. Parce que la plus grosse réussite de son passage à la tête de notre pays, c'est les réformes politiques. La situation politique de notre pays avant 2016, cet état de la situation politique était décrié par tous les acteurs politiques. Et tous les acteurs politiques étaient unanimes sur le fait qu'il fallait que nous fassions, que nous ayons recours à des réformes dans le milieu politique pour connaître un réel développement dans notre pays. C'est pour ça que vous allez me permettre de rappeler simplement que les différents chefs d'État qui se sont succédés avant le président Patrice Talon s'étaient un peu désolés de l'ambiance politique qui régnait dans notre pays. Et tous les autres acteurs, je ne vais pas citer des noms, mais vous savez que, par exemple, le président Soglo demandait à tout le monde de venir à la rivière dans l'esprit de construire ce pays. Et après lui, nous avons le président Mathieu Kérékou qui a parlé, et rappelez-vous, d'intellectuels tarés et de Bénin qui est difficile à diriger. C'est sur le plan politique. Le président Yahi Boni, c'est connu, démocratie, Nescafé et tout le reste. Et le plus beau réquisitoire que le président Yahi Boni a pu faire, c'était lors de son investiture pour son second mandat. Il avait décrit la situation politique dans laquelle nous étions. Cette situation politique était faite d'une démocratie débridée.
Patrice Talon fait partie de ces leaders qui ont compris très tôt que le développement d'un pays ne se décrète pas, mais se construit avec méthode, vision et sacrifice. Il est possible de faire des infrastructures, il est possible d'asphalter des rues, mais ce qui n'est pas possible, c'est leur préservation dans le temps. Et Patrice Talon a voulu travailler pour la postérité. Voilà pourquoi il s'est donné les moyens véritablement de doter le pays d'instruments qui pourront aller au-delà du temps qu'il va passer à la tête de notre pays. Et donc l'instrument fondamental, c'était la réforme du système politique. Dans ses engagements, ses prises de parole et ses choix d'investissement transparaissaient une conviction profonde, celle de voir le Bénin se hisser parmi les nations modernes, disciplinées et prospères. Sa vision s'est forgée loin des projecteurs, dans le silence des stratégies longuement mûries. L'un des axes majeurs de ces stratégies réside dans la réforme en profondeur du système partisan, en rationalisant drastiquement le nombre de formations politiques et en introduisant des critères stricts en matière de financement et de fonctionnement. L'ambition était de rompre avec une démocratie éclatée, perméable au clientélisme. Les gros caïmans, les crocodiles, c'était les différents acteurs de la vie politique. Et on disait chacun a son marigot. Donc, chaque commune a son marigot. Chaque département a son marigot. Chaque famille a un marigot. Chaque clan a un marigot. Chaque club d'amis a un marigot. Et ces marigots-là, c'était des partis politiques qui avaient à leur tête leurs caïmans, leurs crocodiles. Et c'est ces caïmans et ces crocodiles qui aident le chef de l'État à venir au pouvoir. Et quand il arrive au pouvoir, il faut qu'il coupe de gros morceaux du Bénin, qui sont les revenus, les ressources du Bénin, et leur partager. Qu'ils soient en train de manger tranquille, donc il n'y a pas de problème. Donc lui, il peut rouler. Il peut conduire le pays comme il veut. Il ne sera pas inquiété. Mais dès qu'un caïman n'a pas son morceau de viande, alors là, le chef de l'État qui était là était donc en danger. Donc voilà l'image que donnait le pays. Et je me souviens que lorsque la coalition de 22 partis, de 22 candidats avait formé la coalition de la rupture, ce qui était au centre, c'est que le candidat qui serait porté par cet ensemble, une fois arrivé au pouvoir, devait engager les réformes politiques, notamment la réforme du système partisan. Et tous les acteurs étaient unanimes à l'époque que sans la réforme du système partisan, aucune autre réforme ne pouvait marcher. Parce que le système partisan était devenu donc, le nœud gordien donc, de la réussite du Bénin. Le mal dont souffrait le Bénin, c'était le système partisan, et qui fait que les présidents de la République qui arrivaient au pouvoir, quelle que soit leur bonne volonté, étaient après pris en otage par l'ensemble de la classe politique et n'arrivaient pas à mettre en œuvre leur projet de société à travers leur programme d'action du gouvernement. Pour Patrice Talon, il faut bâtir un paysage politique plus cohérent et structuré, avec pour objectif faire émerger de véritables partis de gouvernance, porteurs de visions claires et dotés de solides capacités organisationnelles. Cette volonté s'est concrétisée à travers l'adoption de la charte des partis politiques et de la loi encadrant leur financement. Deux textes qui ont contribué à assainir le jeu électoral et à renforcer la transparence. Si ces réformes ont suscité des débats sur le pluralisme, elles ont néanmoins permis de clarifier l'offre politique, d'instaurer une discipline nouvelle dans l'espace public et de consolider les institutions, en faisant des partis politiques des structures robustes, moins vulnérables au blocage. Ces réformes ont renforcé notre démocratie. Je pense que notre démocratie est devenue mûre. Nous avons désormais une démocratie qui a quitté les arcanes de l'enfance, des arcanes des railleries, et qui est devenue désormais une démocratie mûre. Le pluralisme, les réformes n'ont pas modifié le pluralisme, pas du tout. D'ailleurs, le pluralisme est intégral toujours au Bénin, mais certaines conditions ont permis de renforcer, parce que
je vous ai dit tout à l'heure qu'il faut toujours se rappeler d'où on est parti. D'où on est parti, tout le monde était d'accord pour que nous n'ayons plus des partis politiques qui soient des clans, des partis politiques qui soient réduits à des villages ou même à des familles. Et donc, il fallait renforcer un peu cela. Le pluralisme existe toujours. Depuis son accession au pouvoir, il démontre qu'il ne suffisait pas d'avoir des rêves pour son pays, mais qu'il fallait le courage d'en poser les fondations. Parallèlement, la loi sur le statut de l'opposition a été votée, visant à encadrer et à garantir les droits et devoirs de l'opposition, offrant ainsi un cadre légal pour son expression et son rôle dans le processus démocratique. Parmi les avancées les plus marquantes de cette ère réformatrice figure l'inscription dans la Constitution béninoise d'une règle claire et irrévocable limitant le nombre de mandats présidentiels. Aucun dirigeant, depuis le renouveau démocratique de 1990, n'avait osé affronter aussi frontalement la question de la longévité au pouvoir, en consacrant la limitation à 2 mandats, non seulement consécutifs, mais aussi à vie. Cette révision constitutionnelle a posé un jalon historique. Elle a renforcé les garde-fous démocratiques, institutionnalisé l'alternance au sommet de l'État et dissipé toute ambiguïté sur la possibilité pour un chef d'État de revenir au pouvoir après une pause. Regardez ce qui se passe dans la sous-région. Vous allez voir que des gens cherchent à se maintenir au pouvoir malgré des décennies passées. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont rien construit et ils ont peur de l'après-eux. Plus loin, vous regardez d'autres qui, certes, ont réussi à faire des infrastructures, beaucoup d'infrastructures, mais qui s'accrochent au pouvoir parce qu'ils ont peur de ce que sera le pays après eux. Vous constatez donc que si aujourd'hui au Bénin, personne ne parle de 3e mandat, personne n'a la crainte de ce qui va se passer, c'est parce que Patrice Talon a construit quelque chose. Et qu'est-ce qu'il a construit? C'est la réforme du système partisan qui va lui succéder et donc qui va continuer, qui va permettre à ceux qui viendront après de continuer dans cette voie-là de construction du durable pour notre pays. L'article 42, dans sa nouvelle formulation, affirme sans équivoque « Nul ne peut de sa vie exercer plus de 2 mandats présidentiels ». Une disposition d'une clarté radicale, rare sur le continent africain, où la tentation de la présidence à vie reste tenace. Là où d'autres tests constitutionnels laissent la porte ouverte à des interprétations opportunistes, le Bénin, sous l'impulsion du président Talon, a opté pour une fermeture nette. Mesdames et messieurs, je crois que je n'aurai plus l'occasion d'avoir une telle rencontre avant de passer la main. En défendant personnellement cette mesure, Patrice Talon a envoyé un signal fort, celui d'un dirigeant attaché aux principes plutôt qu'aux privilèges, soucieux de construire des institutions solides plutôt que de prolonger indéfiniment son pouvoir. Un positionnement rare et audacieux qui contraste fortement avec les pratiques de nombreux dirigeants africains encore enclins à modifier les lois fondamentales à leur avantage. Sans les réformes politiques, on pouvait craindre que cela s'arrête. Mais avec les réformes politiques, on est convaincu qu'au lendemain de son passage de témoin, celui qui va lui succéder n'a pas d'autre choix que de continuer dans la même logique, celui du développement du pays. En somme, loin d'être de simples appendices à l'action gouvernementale, les réformes politiques du président Talon ont agi comme un catalyseur essentiel. Elles ont déblayé le terrain pour des actions efficaces dans d'autres secteurs, créé un cadre propice à la stabilité, à la prévisibilité et à l'efficacité. Des facteurs qui, permettant ainsi aux politiques de développement économique et social de prendre racine et de produire des résultats concrets. Ce n'est pas une œuvre tapageuse, mais une œuvre profonde, structurante, qui résistera au temps. Ça a permis de faire face à d'autres chantiers qui sont, par exemple, la lutte contre la corruption. Nous sommes allés donc à la loi qui a permis de créer la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, la CRIET, décriée au départ, mais qui aujourd'hui est devenue un modèle que
les pays africains viennent copier, qui est devenu le gendarme de la République, qui permet de veiller sur les ressources publiques, le bien public, qui fait la traque aux prédateurs des ressources publiques. Le numérique est passé par là pour permettre que personne ne puisse plus échapper donc, à l'imposition. Donc, toutes ces réformes permettent aujourd'hui que le Bénin engrange beaucoup de revenus. Alors, quand vous avez de l'argent, alors il faut bien gérer l'argent. Donc, on lutte contre la corruption et un certain nombre de mesures de réformes ont été faites pour lutter contre le gaspillage des ressources publiques. J'ai l'habitude de donner quelques exemples. Je prends l'exemple de la réforme des voyages officiels de l'État. Lorsque le chef de l'État était arrivé au pouvoir, le point fait montrait que chaque année, le Bénin dépensait autour de 17 milliards pour les voyages officiels de l'État. Le chef de l'État dit, mais ça c'est trop. Pour un petit pays qui n'a pas de pétrole, mais c'est trop. Alors, il a mis sur pied un comité pour évaluer cela. Et une réforme simple a été faite, la réforme c'est quoi? La centralisation des besoins de voyage. Et les missions sont gérées par une cellule, la cellule des voyages officiels de l'État. Vous adressez vos demandes de voyage à cette cellule qui est chargée donc de prendre les billets pour vous, de vous donner les frais de mission. C'est ce qui a été fait comme réforme. À la fin de l'année, vous savez combien? On a dépensé 1,5 milliard. Tout le monde a voyagé. Aucune mission n'a été supprimée. Alors, vous voyez l'économie qui est faite à Paris. Il a fait le pari audacieux de la rupture. Rupture avec les pratiques clientélistes, l'improvisation et la complaisance. De la volonté à la mise en œuvre, c'est cela le mérite du président Patrice Talon. Sinon, on ne peut pas dire que tous les présidents de la République qui lui ont précédé de 60 à aujourd'hui n'ont pas eu de volonté. Quand vous prenez le président Yahi Boni, quand le président Yahi Boni a annoncé la refondation du pays, mais c'était sur la base de diagnostics précis. Les diagnostics sont là et précis, nous partageons les diagnostics. La différence, c'est que la vision et les solutions à apporter, personne n'a osé les apporter. Même lorsqu'on a les solutions, on a du mal à les mettre en œuvre ou bien on n'ose pas les mettre en œuvre. Avant le président Yahi Boni, vous avez le président Soglo qui a dit qu'il va faire rendre gorge. Ça, c'est sur le plan de la corruption. Mais tant qu'il n'a pas agi sur le paysage politique, il n'a pas pu assainir le paysage politique, il n'a pas pu faire rendre gorge. Souvent, nous ne faisons pas les liens, au fait. C'est pourquoi moi je dis le socle de la réussite du mandat et des mandats qui vont se succéder au Bénin demeure le système partisan qui doit demeurer assaini. Nous avons amorcé cet assainissement. Il n'est pas encore achevé. C'est un chantier au long cours et qu'il va falloir en se lancer. Et il n'a jamais manqué une occasion de l'affirmer. En décembre 2024, face aux députés à l'Assemblée nationale, Patrice Talon a réaffirmé avec fermeté son refus de toute compromission susceptible de fragiliser l'autorité de l'État. Aucune supplication, aucun râlement, aucune menace ne nous fera reculer. Honorables députés, aucun compromis politique préjudiciable à notre développement ne sera concédé pour faire plaisir à qui que ce soit ou satisfaire un quelconque consensus politique. Le Bénin est au-dessus de tout. La démocratie et la compétition politique devront désormais être exclusivement et absolument au service du développement. Il a osé imposer une méthode, parfois incomprise, mais toujours orientée vers l'intérêt supérieur de la nation. Vous avez vu le président Patrice Talon. Chaque fois que le bien-être individuel ou bien le salut individuel a été en contradiction avec le bien-être collectif, il a opté pour le bien-être collectif. Et parfois au détriment de ses propres partisans, au détriment de sa famille. Je vais vous donner l'exemple. Quand le président Patrice Talon a estimé qu'il fallait mener ce combat contre, l'évasion du soja au Bénin. Nous avons des usines, nous avons Glodibé qui est installé, on a besoin donc de matières premières
On a besoin de coton, on a besoin de soja, on a besoin de noix d'arachide. Alors, le paysan qui produit son soja, qui produit son coton, qui produit ses noix d'arachide, lui veut aller sur le marché et livrer ses produits au plus offrant. Il se fait que donc le marché qui se fait de l'autre côté de la rue, par-delà la fenêtre, était un peu pour appâter donc la production d'ici. Et pour cause, c'est pour tuer les usines émergentes ici. Quand on est visionnaire, quand on est homme d'État, il faut prévoir et dire non, ce n'est pas bon. Parce que si on laissait faire, mais c'est les usines à Glodjigbe et ailleurs qui vont manquer de matières premières. Et si ces usines-là fermaient, c'est la question d'emploi. Donc on a commencé par résorber. On y parvient difficilement là. C'est ces questions-là qui vont se corser, qui seront difficiles. Le président de la République a dit qu'il faut prendre des mesures. Nous étions à la veille des élections de 2023. Et une grande partie de la classe politique, le soutenant ces actions, dit, mais même si monsieur le président de la République, si vous voulez le faire, il faut le faire après les élections. Le président Patrice Talon a dit qu'est-ce qui est bon pour le pays. Cette mesure, on ne doit pas tenir compte de vos intérêts, donc partisans, pour éviter de faire ce qui est bon pour tout le pays. Il faut qu'on y aille tout de suite et maintenant. On peut sans risque de se tromper affirmer que bien avant même d'accéder à la magistrature suprême du Bénin, Patrice Talon n'était pas un homme sans boussole. Il portait en lui une feuille de route méticuleusement tracée, une vision audacieuse et sans équivoque pour l'avenir de son pays. Ce n'est qu'aujourd'hui, près d'une décennie après son investiture, que la pleine mesure de ses ambitions claires et de son projet profond pour le Bénin commence à se révéler avec une évidence saisissante. Et j'étais avec lui, pour vous donner un petit exemple. J'étais avec lui, on était dans un milieu, et le vent a porté une petite feuille qui est venue s'intercaler, qui est venue dans l'espace où nous étions en train de discuter, nous on était debout. Il a arrêté la discussion pour ramasser la feuille morte là et aller déposer. Parce que ce n'est pas notre maison. On discutait là et puis on allait se séparer. 5 minutes après, comme le vent passait dans le même sens, la même chose s'est produite encore. Il a encore arrêté la discussion. Il prend le papier et il dépose plus loin. C'est les signes. Moi, je voyais déjà que il y a quelque chose de particulier. Il n'aime pas là où il n'y a pas la propreté. Pas propreté au sens seulement de balayage, mais il aime ce qui est propre. L'autre aime que l'endroit soit agréable à vivre. Vous comprenez maintenant pourquoi on a construit des cités ministérielles que vous et moi, nous n'avons jamais vues. Vous comprenez pourquoi le palais de la République, là où le président travaille, a été reprofilé, réaménagé, au point où celui qui l'a habité pendant 10 ans plus tôt, au sortir d'une audience, a jeté un coup d'œil à gauche et à droite et s'est posé une question grave. Est-ce que réellement j'avais travaillé ici pendant 10 ans? Les réformes, les infrastructures, les transformations économiques et sociales qui ont jalonné ces années ne sont pas le fruit du hasard ou d'une improvisation, mais la matérialisation cohérente d'un plan préétabli. Ce qu'il incarne, c'est une révolution silencieuse, celle d'un Bénin qui s'émancipe du désordre pour épouser l'ordre, la discipline et la rigueur. Dans un pays où la politique a longtemps été l'apanage des hommes, Patrice Talon a fait de la femme un acteur politique à part entière. Porté par une volonté de modernisation de la vie politique, ces réformes ont permis un net progrès en matière de représentativité féminine au Parlement. Ainsi, avec Patrice Talon, la promotion de la femme n'est plus un slogan politique, mais une réalité inscrite dans les textes. Que c'est une volonté politique.
affiché une détermination personnelle du chef de l'État qui nous a amenés à où nous sommes aujourd'hui. La réforme la plus importante et que j'appelle réforme historique pour moi, c'est la révision de la Constitution du 11 décembre 1990 qui est intervenue après un dialogue politique en 2019 où nous avons, le législateur a modifié la Constitution en son article 26 précisément pour permettre une meilleure représentation du peuple par les femmes. Ceci en évitant de rompre l'égalité entre l'homme et la femme, qui est un principe fondamental. La révision historique de 2019 est le clou de toute cette réforme-là qui est intervenue depuis la session du président Talon au pouvoir. Le mandat de Patrice Talon restera celui où la parité a fait son entrée dans le langage institutionnel. Derrière les réformes, il y a une conviction. Une démocratie ne peut être forte qu'avec la pleine participation des femmes. Il s'est réservé de chanter des louanges aux femmes. Il a préféré donner à la jeune féminine la place qu'elle mérite dans la société béninoise. Talon met désormais la femme au cœur du débat, et ce, pour des générations. Nous avons eu comme conséquence la modification du code électoral qui a permis aux législateurs d'insérer le concept de siège exclusivement réservé aux femmes. C'est un concept typiquement béninois. Nous n'avons pas rencontré cela ailleurs. Ailleurs, il y a eu des questions de quotas. Mais chez nous, nous avons des sièges exclusivement réservés aux femmes dans les 24 circonscriptions électorales. Donc, aujourd'hui, dans tous les cas, et quel que soit le régime, nous aurons au moins, sur les 109 députés, nous aurons 24 femmes. Ça, c'est une réforme majeure qui nous permet aujourd'hui qui nous a permis d'avoir en 2023 29 femmes à l'Assemblée nationale. Nous étions entre 6 et 7 depuis la session du Bénin, depuis la conférence des forces vives de la nation. Nous n'avons jamais atteint 10% de présence féminine à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, nous sommes à presque 26%. C'est important, il faut le noter, et toutes les femmes béninoises, je pense, remercient le chef de l'État pour ça. Le chantier des réformes n'a pas seulement concerné la représentativité. Il s'est également étendu à des lois plus fermes pour protéger les droits des femmes et renforcer leur sécurité juridique. Réforme, une batterie de tests législatifs qui ont été adoptés en 2021. Et il y a un, principalement, que je voudrais évoquer, sur la protection de la femme. C'est la loi 2021-11 du 20 décembre 2021 portant répression des infractions commises à raison du sexe. Cette disposition-là a entraîné la modification du code pénal, a entraîné la modification du code de procédure pénale, parce que ça sanctionne sévèrement les crimes commis et les violences qui sont commises à l'égard des femmes. Aujourd'hui, si vous violez, c'est la criette. C'est décourageant pour les divorcés sociaux qui pensent qu'on peut abuser de la femme, on peut la violenter impunément. Donc, je pense que les efforts sont faits, les résultats progressivement sont perceptibles, mais nous devons continuer. Nous ne devons pas nous reposer sur nos lauriers. Aujourd'hui, nous pouvons dire, sans fausse modestie, que la femme béninoise est mieux représentée et épanouie. En tout cas, il y a des dispositions qui lui permettent d'être mieux épanouie, de plus en plus autonome. Mais ça ne veut pas dire que les stéréotypes sociaux là ne persistent pas. On a encore des efforts. Il reste des défis en termes d'éducation des filles, des défis en termes de participation même politique, parce que cette réforme-là s'est arrêtée au niveau de l'Assemblée nationale. Il est important pour nous que cette réforme aille jusqu'aux conseils communaux. Nous faisons aujourd'hui le plaidoyer pour qu'il n'y ait plus de conseils communaux sans femmes. Ces réformes ont permis de jeter les fondations d'un État moderne, transparent et responsable, faisant du Bénin un véritable laboratoire de la bonne gouvernance en Afrique de l'Ouest. Les pratiques autrefois enracinées
tels que le népotisme, le marchandage politique ou la corruption systémique ont progressivement perdu du terrain et n'ont plus leur place dans le fonctionnement de l'appareil d'État. Au terme de près d'une décennie de gouvernance, il apparaît clairement que Patrice Talon n'a jamais envisagé le pouvoir comme une fin en soi, mais comme un levier pour transformer en profondeur les fondations de l'État béninois. Il est des trajectoires politiques qui, par leur cohérence, leur audace et leur sens aigu de l'État, résonnent bien au-delà de leurs frontières. Celle de Patrice Talon s'inscrit dans cette veine. Le Bénin d'aujourd'hui, qui est un exemple dans la sous-région, je vous le dis très sincèrement, quand nous allons dans les forats internationaux, c'est avec fierté que nous disons que nous sommes béninois. Parce que sur chaque secteur, nous constatons qu'il y a des avancées remarquables. À l'image de Lee Kuan Yew, le père fondateur du Singapour moderne, il a compris que le développement d'une nation ne repose pas sur des discours généreux ou des réformes superficielles, mais sur la construction méthodique d'un État fort, discipliné et visionnaire. Patrice Talon a fait le choix du long terme, de la structuration rigoureuse, du refus du compromis facile avec des systèmes corrompus. Il a placé la réforme au cœur de son action, non comme un slogan politique, mais comme un acte de refondation. Il ne s'est pas contenté de gérer l'existant. Il a voulu reconfigurer le socle même de la République, son fonctionnement politique, ses institutions, sa culture de gouvernance. Vous voyez, nous sommes à quelques mois d'une élection, des élections. Vous avez vu avant comment ça se passait. 2 ans avant la fin d'un mandat, le pays cessait et tout le monde était consacré par la question politique. Le développement était mis au placard. Aujourd'hui, c'est tout l'inverse. Pourquoi? Parce que nous sommes allés vers des grands ensembles et chacun sait que sa survie passe par la survie du plus grand nombre. Il a misé sur la fermeté, la transparence, la rigueur, la responsabilisation des élites, la stabilité institutionnelle et la méritocratie comme pilier du redressement national. Et comme à Singapour autrefois, les choix de Patrice Talon ont parfois dérangé, bousculé, clivé. Mais avec le recul, ils s'imposent comme les jalons d'une transformation profonde et irréversible.